Alors finalement, ils sont tombés d'accord, cela n'aura pas été facile, mais après une longue soirée, les dirigeants européens ont décidé de continuer à faire la course contre le changement climatique en tête. Réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 1999, part des renouvelables portée à 27%, alors qu'elle n'est que de 14% en Europe en moyenne et dans les principales économies de l'Union comme la France, l'Allemagne ou l'Italie. Et enfin, une amélioration de l'efficacité énergétique de 30% d'ici 2030, dont acte, mais ces engagements soulèvent deux questions. Qui d'abord et comment ensuite? Alors qui va piloter ce programme à l'avenir à Bruxelles? Et là c'est intéressant car la commission Juncker marque une rupture. Nous avions jusqu'à présent un commissaire à l'énergie allemand et une commissaire au changement climatique danoise qui incarnait un peu l'opposition entre les impératifs économiques et écologiques. À partir du 1er novembre, c'est l'Espagnol Miguel Arias Cañete, un conservateur, qui sera en charge à la fois de l'énergie et du climat, avec au-dessus de lui un vice-président pour l'Union de l'énergie, Maroš Šefčovič, un social-démocrate slovaque. Donc, des deux, qui sera le plus puissant? Eh bien, pas forcément le plus titré, car à la Commission européenne, c'est celui qui dirige les services, qui contrôle les directions générales, qui a réellement le pouvoir. Ce sera donc plutôt l'Espagnol. Deuxième question, comment? Eh bien là, les choses s'annoncent compliquées. D'abord, l'état des finances publiques et la croissance en France, en Italie ou en Espagne ne sont guère favorables à des investissements qui traditionnellement appellent un soutien public et supposent des prises de risques importantes de la part des opérateurs privés. Ensuite, l'outil principal de la politique climatique de l'Union européenne est cassé. Le marché du carbone ne fonctionne pas. Le prix à la tonne devrait être autour de 30 € pour réellement inciter les industriels à faire les investissements nécessaires à la réduction des émissions. Or, la tonne est autour de 13 €. Or, la moitié de la réduction du CO2 devrait se faire grâce à ce marché. Et les subsides tirés de la vente des quotas sont censés subventionner les investissements dans les pays les moins riches et les plus dépendants des énergies fossiles comme la Pologne. Il va donc falloir créer de la rareté sur ce marché pour faire remonter les prix. Et cela promet d'être une négociation difficile car bien sûr, il en va de la compétitivité des industries les plus émettrices. L'autre moitié de la réduction des émissions doit provenir des transports, de l'agriculture ou du logement qui ne participent pas au marché du carbone. Ici, chaque pays devra tenir l'engagement fixé pour toute l'Union, mais comment? Tout cela reste à préciser. Troisième et dernière question, que vont devenir les Européens dans le contexte mondial et que vont-ils obtenir de leurs partenaires? Deux rendez-vous importants à venir, la conférence COP20 de Lima en décembre et la COP21 en 2015 qui aura lieu en France. Et pour l'instant, nous n'avons aucune assurance que la Chine et les États-Unis, qui émettent 40% du CO2 contre 10% seulement pour les Européens, prennent des engagements fermes. La stratégie actée pendant ce sommet européen est donc à la fois courageuse et risquée. Et la Commission Juncker aura beaucoup à faire pour mettre au point ces instruments. Mais comme l'a dit la chancelière Angela Merkel, au terme des discussions, d'ici 2030, beaucoup de choses peuvent se passer.